Bonsoir tout le monde, je suis très content d'être avec vous ce soir, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là et merci aussi à Zenly de nous accueillir. Donc je vais me présenter très rapidement, je m'appelle Jordan, je suis le fondateur de The Design Crew. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent The Design Crew, ce qu'on fait? Pas mal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, The Design Crew, c'est une formation en product design sur 8 samedis consécutifs, au cours de laquelle vous venez approfondir vos connaissances auprès de mentors, qui sont les designers des plus belles boîtes tech, comme Adobe, Alan, Algolia, Drivey, Lydia, Itch, et j'en oublie encore, je crois. Et donc c'est une formation qui est destinée principalement aux designers, product managers, product owners. Et l'objectif, c'est de vous transmettre des connaissances hyper concrètes et facilement actionnables pour vous derrière au quotidien. Donc on aborde des sujets de collaboration, de user research, d'idéation, de prototypage, de UI, etc. On organise aussi des meet-ups, donc ce soir je crois que c'est le 4e. Et donc on va parler d'un sujet hyper intéressant qui est le design system. Et pour ça on a la chance d'avoir Nicolas et Audrey qui ont un niveau de connaissance assez solide sur le sujet et qui vont pouvoir nous partager un petit peu leur expérience. Au niveau du format, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient venus lors des précédents meet-ups qu'on avait organisés. On va essayer de faire ça un peu différemment pour le rendre plus convivial, plus interactif et dynamique. Du coup, au lieu de faire 1 heure de talk et 30 minutes de questions-réponses, on va plutôt prendre vos questions au fur et à mesure si jamais vous souhaitez rebondir sur un point, aller plus loin ou avoir une précision. Donc n'hésitez pas, après la première question, à nous demander si vous souhaitez poser une question pour aller un peu plus loin. Ok ? Du coup, Nico, Audrey, bonsoir, merci d'être avec nous. Je te passerai le micro après, t'inquiète pas. Du coup, je vous propose de commencer rapidement par une petite présentation de vous, de votre parcours. Comment est-ce que vous avez découvert le design system? Quelle place il occupe aujourd'hui dans vos jobs respectifs? Wow. Donc moi c'est Audrey, donc je travaille déjà donc chez Idean. Pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est l'agence Back Elite qui a changé de nom, donc maintenant on s'appelle Idean depuis le début de l'année. Donc voilà, faut le temps de se refaire les marques un peu. En gros c'est une sombre histoire de fusion de Capgemini qui fusionne des marques, mais voilà. Maintenant Back Elite c'est terminé, maintenant c'est Idean. Et donc moi ça fait je sais pas 5 ans que je suis là-bas et en fait il y a 3 ans, je ne sais plus trop au niveau des dates, mais je suis tombée amoureuse de Brad Frost, qui était le papa de l'Atomic Design. Donc du coup, voilà, j'ai découvert l'Atomic Design, la conception par composants, et en fait, c'est un peu cette découverte-là qui m'a amenée, en fait, un peu, enfin, je ne vais pas dire malgré moi, hein, mais quand même assez directement à m'intéresser au design system, en fait. J'ai été pas mal de temps lead designer sur un compte, donc Crédit Agricole, dont je vais pas mal parler parce que je suis encore avec eux, mais pour leur design system cette fois. Et donc, du coup, je pense que j'ai beaucoup souffert d'un très mauvais travail d'équipe, genre de rien partager, d'avoir des designers qui se succèdent les uns après les autres et qui, enfin, avec, je sais pas moi, une vingtaine de designers qui passent sur le projet 2 semaines, 3 semaines, et puis qui repartent. Et puis donc, du coup, ça devient juste n'importe quoi et c'est impossible de faire quelque chose de cohérent là-dedans. Donc, je pense que cette souffrance m'a amenée au design system aussi. Et donc du coup, voilà, maintenant, je fais ça depuis 2 ans. J'interviens chez différents clients et puis j'essaye de les accompagner sur leur démarche design system. Voilà. Et du coup, moi, c'est Nicolas. Et donc, je travaille chez Blablacar depuis 3 ans et demi maintenant. Alors, un peu différent de toi, le design system, moi, je connaissais pas Brad Frost à la base. C'est juste qu'en fait... Ouais. Atomic Design, je connaissais pas non plus. Et du coup, je suis arrivé chez. En fait, c'est plutôt venu naturellement. Je suis arrivé chez Blablacar et c'était un peu. On le connaît tous. C'était un peu le bordel côté design tech. Et moi, j'étais un peu. J'avais juste envie de faire des guidelines, toutes bêtes. Et en creusant, j'ai découvert l'Atomic Design, ce qui est pas mal pour commencer. Et du coup, non, différent de toi, moi, j'ai construit que deux design systems chez Blablacar. Et donc voilà, donc moi j'ai beaucoup moins. Je suis resté sur la même entreprise. Non, mais voilà. c'est intéressant parce que je pense que moi c'est une vision plus large sur plusieurs produits ou clients, et toi c'est une vision beaucoup plus sur le même client. Fine, sur le même client. Donc je pense que c'est intéressant. Donc voilà. Du coup, donc on entend beaucoup parler de design system en ce moment. C'est un peu le nouveau buzzword où tous les designers veulent créer un design system dans sa boîte. Pourtant, on verra que c'est pas forcément adapté en fonction du contexte de son entreprise, de son produit, de ses objectifs, de sa maturité. Du coup, ma première question, c'est quand démarrer son design system et quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer? Shifumi. Non. On a dit qu'on savait pas en fait qui devait répondre en premier, donc. Peut-être déjà. Est-ce que tout le monde sait définir un design system? J'aime toujours bien poser la question parce que ça peut être assez flou. Je peux lever la main si vous êtes plutôt à l'aise sur c'est quoi un design system.
Après, je pense que ça peut valoir le coup de rappeler quand même déjà, parce qu'il y a aussi parfois plusieurs définitions. Donc, Ouais. Ah bah alors, pour ça, allez, moi j'ai un moyen mémotechnique. C'est une petite histoire. Ça permet de s'en rappeler. En gros, je ne sais pas si dans la salle, est-ce que vous savez pourquoi les immeubles haussmanniens sont si similaires? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi en fait nos immeubles haussmanniens sont super similaires entre eux? Je sais pas. ça fait un design system. Architect system. Ouais, bah c'est ça. C'est parce qu'ils ont un putain de design system. Paris, c'est un putain de design system. Et en fait, juste pour vous remettre dans le contexte, c'est notre ami Napoléon III qui revenait d'un voyage à Londres, jaloux, parce que à cette époque-là, Londres, c'était une super ville. C'était un exemple d'urbanisme et d'hygiène. Et lui est revenu en disant, bon, moi, je veux la même chose. Je veux un Paris assaini, je veux un Paris agrandi et je veux un Paris embelli. Et du coup, il a filé ce projet à son pote, le baron Eugène Haussmann. Et du coup, il lui a dit, bon, bah voilà, tu vois, j'ai une idée, je veux faire ce truc-là, vas-y, balance. Et Haussmann, lui, s'est dit, ok, bon, bah, très bien, je prends le projet, je vais faire un plan de rénovation. Et je vais mettre en place des grandes règles structurelles pour Paris, et puis des règles architecturales. Il s'est dit, bon, bah, assaini, il n'y a pas d'hygiène, bon, on va tout péter, on va faire des grosses percées, des rues bien droites, et je veux que le regard soit fuyant, très bien. Donc il avait ces règles-là, puis il a dit, bon, bah, je veux des immeubles qui sont à la même taille, je veux des balcons au 2e, au 5e étage, je veux des jolies moulures et des petites corniches, et puis je veux des appartements qui soient à peu près sur le même plan. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait se dire, souvent on pense que Haussmann c'est un architecte, sauf qu'en fait le mec il a jamais conçu un seul immeuble. Et en fait, quand on rentre dans le détail, on se dit putain, mais c'est quand même super similaire ces moulures et ces trucs-là. Et en fait, si on regarde dans le contexte de l'époque, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y avait toutes ces entreprises qui faisaient les garde-corps, les ferronniers, les corniches, les moulures, tous ces trucs-là. Un, il n'y en avait pas beaucoup. Et deux, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Donc en fait, le fait que ça soit restreint, ça a même renforcé le côté similaire. Donc je crois qu'en fait, quand on reprend l'histoire de Paris, il y a un truc qui est... je crois que la manière dont ils ont travaillé, c'est exactement les piliers qu'il y a dans un design system. Un design system, c'est il y a un problème, et donc du coup on a une vision, c'est des grands principes, des composants et un style. Donc, moi j'aime bien me rappeler ça pour pas oublier que c'est pas juste une librairie de composants, quoi. Bah ouais, du coup, je pense que l'analogie est intéressante. Si je pouvais rajouter quelque chose, je pense que je dirais que du coup, en fait, le design system, ça va être vraiment là où vous allez mettre tous les savoirs de la boîte. Et en fait, ça va être un lieu de partage. Donc, c'est-à-dire, c'est voilà, tout ce qu'on a... Enfin, tout, attention. Ouais, je pense qu'on en reparlera après quand on parlera dans le détail. Mais en tout cas, tout ce qui est transverse, commun et qui peut servir à tous. Donc, c'est vraiment un peu de l'open design. Voilà, c'est de dire tout ce qui peut servir aux différentes équipes ou aux différents produits qui sont dans le périmètre, on va dire, de ce design system. On va les mettre là-dedans. Ça va éviter que les gens cherchent pendant des heures où est le logo bidule, machin. Ça va permettre effectivement qu'ils comprennent les choix qui ont été faits avant eux. Donc je pense que c'est ça. C'est à la fois des éléments qui vont accélérer. Donc ça, c'est tout ce qui va être outils, guidelines, composants. Et c'est aussi, je pense, ça c'est important aussi à le rappeler, c'est aussi ce qui va fédérer. Donc tu l'as dit avec les grands principes. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses à travailler autour du design system pour que ça embarque tout le monde et que ça permette aux gens de mieux travailler ensemble, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que la définition est parfois un peu floue, c'est qu'en fait, ça, potentiellement, en fonction de votre produit ou de votre boîte, ça peut regrouper énormément de choses. Moi, du coup, pour bien répondre à ta question. Oui, c'est ça. Quelle était la question déjà Non, du coup, c'est répète ta question juste pour que tout le monde soit aussi très clair sur la question. Quand démarrer son design system? Et en gros, est-ce qu'il faut, quelle question il faut se poser avant de démarrer? Deux questions. Déjà quand peut-être. Donc déjà quand. Donc ça, je sais pas. Toi, tu vas me dire. Mais moi, en fait, de l'expérience que j'en ai, en gros, si vous êtes au tout début de votre produit, que vous n'avez même pas votre business model, que vous savez pas encore trop où vous allez, pour moi, c'est pas la peine. Si vous n'êtes pas très nombreux et que du coup, vous n'avez pas forcément de problème justement de cohérence, de productivité, enfin que vous n'avez pas un réel problème, c'est pas trop la peine non plus. Je pense qu'il faut que ça serve vraiment à des vrais pain points des équipes. Et puis, j'ai envie de dire autre chose, mais j'ai oublié. C'était quoi mes deux premiers trucs? Oui, non, on était quand? Ouais, donc il faut être quand même déjà assez nombreux, pas que la boîte soit à un niveau de maturité, enfin, en tout cas, au niveau de la naissance du produit,
pas trop jeunes, et aussi, je pense, avec une maturité sur le design. Ça, je vous le dis, je pense qu'ici, on est plutôt sur du produit, donc je pense que ça va. Mais nous, on travaille beaucoup avec des gros groupes comme Air France ou Crédit Agricole. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une maturité déjà du design et de ce qu'est le design qui est faible. Donc du coup, mettre un design system dans un endroit où il y a déjà quasiment pas de designers, ils ont des AMO, ils ont des développeurs, ils ne savent pas ce que c'est un designer UI, ils ne savent pas ce que c'est un designer UX. Du coup, ça peut être un peu compliqué. C'est pas que c'est infaisable, mais ça va être beaucoup plus long, ça va prendre plus de temps. Du coup, moi, je vais peut-être même renforcer ce que tu as dit à un moment. Je crois que la première question, effectivement, qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai un problème ? En fait, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on vienne me voir pour me demander des conseils sur construire un design system, et c'est arrivé quand même quelques fois où, quand je pose la question de pourquoi vous le faites, il n'y a pas vraiment de réponse, c'est un peu flou. Et je crois qu'il faut être vraiment bien clair sur ce que tu essayes de résoudre, parce que oui, il y a un côté, c'est à la mode, on en parle pas mal, mais il y a un moment, il y a tellement d'exemples partout que c'est difficile de se faire une idée de ce que j'ai à faire en fonction de mes besoins. J'aime bien prendre l'exemple d'Airbnb, ils ont un super design system, très bien, mais comme tu disais, si je suis une start-up, construire le même design system... En fait, ça demande quand même de l'investissement. Donc, en fait, il faut que vous soyez sûr que l'investissement que vous allez mettre à la construction de ce système, elle va être, on va dire, rentable. Parce que sinon, vous allez mettre beaucoup d'efforts alors que vous avez déjà certainement beaucoup d'efforts à mettre ailleurs. Donc voilà, je pense attendre quand même que les choses soient un peu stabilisées. Et en fait, généralement, je pense que les boîtes commencent à mettre en place un design system quand ils se scale, ce qu'on appelle, qui commencent à grossir. En gros, ils ont commencé, ils étaient 3-4, ça marchait hyper bien, ils avaient un peu des process à la route. Et là, ils se disent, purée, on commence à s'ouvrir à l'international, on commence à recruter 15 personnes, 20 personnes. Et là, du coup, le besoin se fait un peu plus sentir. Et je pense que dans l'espèce d'explication que j'ai essayé de donner au départ, ce que je trouve plutôt cool, en fait, quand on dit design system, c'est qu'en fait, il y a des piliers. Et je crois qu'en fait, tu peux construire des morceaux de design system. Complètement, je valide. Ouais, c'est ça. Complètement. Il faut, en fait. Tu peux pas tout faire d'un coup. Donc, ouais. J'aime bien donner des exemples, comme ça c'est plus clair. Mais par exemple, récemment, j'ai aidé une start-up qui s'est lancée, qui s'appelle Ambler, efficace à toi, Quentin, à lancer la première version de leur produit. Et en fait, c'est un mec de chez Blablacar qui a lancé sa boîte, donc forcément, c'est facile. Mais en gros, ce qui était intéressant, c'était qu'eux, ils avaient une problématique qui était claire, c'est qu'ils devaient construire une expérience et des designs rapidement. Le truc rapidement pour pouvoir se dire ça marche pas, tout démonter, tout reconstruire. Et en fait, tout simplement, j'ai juste pris la partie composant du design system. Je me dis moi je vais reprendre la librairie de Blablacar, on va remonter ça, on n'a pas de contraintes, de principe, de vision, de machin, tu peux tout péter, c'est pas grave. Et donc du coup, je crois que leur contexte était assez clair, quoi. On n'est pas parti en se disant on va construire un truc super complexe. Mais en fait, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est en fait, je pense aussi qu'il y a mettre en place le design system tel qu'on vous l'a exposé nous, c'est-à-dire tout ce que ça peut comprendre, des composants, des guidelines, etc. Et il y a avoir une pensée systémique. Et par contre, là où je vais dire le fait de construire un design system, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Par contre, je trouve que le fait d'avoir une pensée systémique et de designer par composants, et là je pense que c'est ce que tu as fait finalement pour Ambler, en reprenant effectivement un UI kit bien fait avec des composants génériques que je vais pouvoir réutiliser, ça pour moi, on peut le faire dès le début en fait. Et du coup, ça fait gagner du temps quand même à la fin. Et même, je rajouterais, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'était de vouloir récupérer celle de Blablacar, parce qu'il y avait quand même des trucs qui avaient été faits pour Blablacar. À la fin, je leur ai dit, franchement, on aurait mieux fait d'utiliser Material Design, en fait. Tu prends une librairie Material Design, je crois que tu as tout ce que tu peux trouver, tout ce dont tu as besoin, tu peux le trouver, utilise ça, quoi. Ouais, je sais pas. Peut-être que qu'est-ce qu'on s'est dit ? Attends, il y avait ça. Mais du coup, en fait, quand on regarde oui, non, mais faut pas nous laisser, Nicolas, parce que sinon, je veux dire, on n'a pas fini, nous, on est parti. Non, mais dans les problématiques, donc toi, tu parlais de productivité, de cohérence. Moi, il y avait des histoires de problèmes, mais en fait, il faut surtout être bon à reconnaître quels sont les problèmes, parce que productivité, c'est un peu large. Moi, je prends l'exemple de Blablacar, mais un truc que les grandes problématiques que j'ai pu remarquer, c'était premièrement tout ce qui était les tâches très chronophages. Ça, on s'en rend compte assez facilement. Moi, je suis arrivé, il y avait page blanche. À chaque fois, on se reposait la même question le bouton, c'est quelle taille, c'est quoi les marges, c'est la bonne couleur. Et puis après, tu avais le développeur qui disait mais attends, on n'est pas parti sur les mêmes trucs que la dernière fois. Ah bah non, recommence. Il y avait ce truc-là, il y a la partie très très chronophage à prendre en compte.
Ensuite, je crois que ça mène à un autre problème dont on se rend compte assez rapidement, c'est le focus en fait. Je vais prendre un exemple un peu exagéré, mais à l'époque, moi ce qui m'a fait rigoler, c'est que j'avais l'impression qu'à un moment, on mettait autant de temps à décider de la taille du texte, de la position du bouton et de la taille des marges que de lancer Blablacar en Allemagne en fait. C'est un peu la réalité quoi. Pour l'anecdote, on a lancé en 10 jours, mais 10 jours pour décider de la position d'un bouton, ça fait beaucoup. Donc je crois que le focus, c'est vraiment hyper important. Le design system, je crois qu'il a une certaine valeur, c'est passer du temps sur les choses qui ont vraiment de la valeur. Ça, on s'en rend compte rapidement hein, quand tout le monde court dans tous les sens à travailler sur des sujets dont on se fout complètement et qui ne sont pas des avantages business. C'est un truc. Et donc du coup, forcément, ça c'est lié à un des autres problèmes qui est pour moi hyper important, dont on ne parle pas souvent, mais c'est l'utilisateur en fait. C'est bien la productivité, la cohérence, mais en fait on s'en rend compte aussi d'une façon assez marrante, c'est qu'on les voit les gens utiliser votre produit, et on se rend compte qu'à un moment on leur pose, il y a une façon de faire une action dans l'application, et à un autre moment du produit c'est une façon différente. C'est un peu chelou en fait. C'est un peu bizarre. Si je prends la métaphore de la signalétique, quand tu conduis, si on changeait les panneaux stop tous les 3 jours, ce serait compliqué. Alors là, je l'ai mis en vert parce que je trouvais que c'était plus joli. Non, mais c'est un peu le même principe. C'est à un moment où le design system, il est là pour créer des patterns en fait. Et après, ça parle que pour moi parce que ça peut être très différent quand on est Facebook et qu'on a des gens qui ouvrent l'application 50 fois dans la journée. Peut-être qu'ils peuvent s'habituer à un nouveau pattern. Quand tu es Blablacar ou que tu as une boîte où les gens l'utilisent 3-4 fois dans l'année, tu n'as pas envie qu'à chaque fois que tu ouvres l'application, ça soit un truc complètement différent. Créer des standards quoi. Donc c'est aussi ça et puis ça c'est un peu la promesse du design system, c'est-à-dire que c'est vrai que là on vous a parlé de ce que c'est, etc., mais on n'a pas trop réabordé les promesses, mais c'est vrai que les promesses c'est de la cohérence, donc du coup une identité de marque généralement renforcée, et puis effectivement une expérience utilisateur optimisée. Donc ça c'est la partie côté utilisateur, et après il y a la partie côté équipe, donc justement comment on bosse mieux ensemble, comment on bosse un peu plus vite, et comment justement quand on s'est posé, enfin moi j'ai eu exactement les mêmes trucs que toi, c'est-à-dire de se poser plusieurs fois sur le même projet la question, je sais pas, est-ce qu'on doit mettre les boutons annulés, validés à côté, enfin j'en sais rien, des trucs à la noix, et tu te rends compte qu'on se refait les mêmes ateliers pour retrancher ce truc parce qu'on se souvient juste plus de ce qu'on avait tranché, de pourquoi on l'avait tranché. Donc c'est aussi très lié évidemment à toute la notion de documentation et de transmettre les savoirs et de les mettre un peu à un endroit pour que ça continue en fait. Enfin, ouais. Est-ce que vous souhaitez rebondir ou est-ce que vous avez une question par rapport à ce qui vient d'être dit? Ouais, c'est comme ça. Alors justement, bonjour. Justement, par rapport à l'équipe, tu viens de dire, c'est pour mieux travailler ensemble. Combien de personnes, que ce soit chez Blablacar ou dans ton entreprise, combien de personnes sont dédiées à la construction du design system? Et étant donné que le design system, c'est un travail extrêmement sur le long terme, itératif, comment on estime le nombre de jours hommes dédiés à cela? Alors, tu veux que, en fait, peut-être avant de répondre à la question, il faudra que tu me rappelles la question après, mais je me dis, est-ce que du coup, on a bien déjà redit comment on commence, et donc du coup déjà comment on commence, c'est on va le faire pour qui? On va le faire. Il va servir quoi ce design system? Donc Nicolas l'a très justement dit. Le premier truc, c'est déjà, c'est quoi les problèmes qu'on va vouloir résoudre. Ensuite, du coup, pour qui? Est-ce que c'est que pour les designers, que pour les développeurs, pour les product owners, pour tout le monde? Évidemment, l'objectif, c'est que ce soit pour tout le monde, mais peut-être qu'au début, tu vas avoir un certain prisme. Tu vas te demander quel produit, parce que là, vous êtes tous sur un produit, donc forcément, c'est facile. Mais nous, moi, quand je suis en agence, quand je suis chez Crédit Agricole, c'est 1000 produits, c'est pas un produit. Donc du coup, on doit déjà se dire, c'est quoi le périmètre? C'est quoi les plateformes? Est-ce que du coup, sur votre produit, vous voulez supporter toutes les plateformes? Enfin, le design system doit supporter toutes les plateformes ou pas? Je te redis juste c'est ça, parce que déjà ça va. Enfin, c'est hyper important de faire ce cadrage-là, et ça t'aidera aussi à te dire ensuite, ok, donc en fonction de ce que je veux faire, de ce que j'ai à résoudre, je vais avoir besoin de combien de personnes derrière. C'était un peu pour ça que je me disais, c'est quand même important de bien se poser ces questions-là. Et ensuite, du coup, sur la question de combien de personnes, donc je laisserai après Nicolas vraiment dire, lui, son cas particulier. Nous, ça dépend vraiment des clients. Mais ce qui marche bien, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est quand même d'avoir une équipe garante, avec à chaque fois un owning à 3 têtes, designer, développeur et product owner.
Là où ça se complique, c'est que forcément, si ton produit il est sur plusieurs plateformes, bah, il faut que tu aies au moins un lead designer, un lead développeur, excuse-moi, par plateforme. Parce que du coup, tu peux pas dire je vais juste mettre un lead développeur en web et puis iOS et Android, ben non, ils sont pas dans le truc. Donc déjà, tu peux faire ça, ça fait une équipe garante. Et après, tu as plusieurs modèles. Soit tu as plein de thunes, tu fais cette équipe qui bosse que là-dessus. Donc Crédit Agricole, aujourd'hui, on est une équipe. Enfin, moi, je fais partie de l'équipe garante, mais entre les autres projets, qui fait que ça, qui gère que le design system. Ou alors, tu te dis, bah, pour l'instant, j'ai pas forcément les ressources pour mettre une équipe dédiée. Donc, tu vas peut-être soit mettre une équipe qui sera pas à plein temps. Genre, tu dis, voilà, l'équipe, elle a tant de temps accordé au design system. Attention, il faut que ce soit vraiment du vrai temps. Parce que malheureusement, quand on fait ça souvent, c'est vous ferez ça quand vous aurez le temps, entre les sujets et tout, et ça marche pas. Donc, il faut vraiment que tu aies un PO ou quelqu'un qui sacralise ce temps-là et que les mecs aient vraiment le temps. Et après, j'ai encore oublié ce que je suis désolée parce que je m'embringue dans mes trucs. J'en étais où? Alors, moi, je vais pas répondre. Ouais, voilà. Non, je vais pas répondre parce que j'ai pas envie de gâcher voilà. je crois qu'il y a la même question qui arrive à peu près après. Ouais, du coup, je réponds juste rapidement. Chez nous, on est une personne. Et on a toujours fait qu'une seule personne, enfin, en tout cas, une personne, qu'est-ce que je raconte? Un designer, un PM et des devs, mais on concentre des devs. On concentre le savoir sur un seul designer. Ouais, t'as un master garant, quoi. Et après, par contre, il s'appuie sur les équipes. Quand il a besoin, il va chercher. Du coup, ça introduit l'autre question donc, sur les personnes. Donc, vous avez un peu répondu à la question de qui est impliqué, et aussi la question de à quel moment et comment faire en sorte d'avoir une bonne collaboration entre l'ensemble de ces parties prenantes, que ce soit du coup design, dev, PM ou aussi stakeholder. Du coup, non, pour répondre à la question, je crois que en fait, c'est toujours la même chose. Ça dépend du contexte et de ce que tu essayes de faire, mais design system, ça impacte tout le monde pratiquement dans une entreprise. Du coup, ça dépend vachement. Franchement, il peut y avoir des devs, des designers, des PM, des content stratégistes, des experts de l'accessibilité, des leaders. Enfin, il peut y avoir plein de monde. Après, juste pour mon cas, à l'époque, on essayait de construire une librairie déjà pour commencer. Et donc, du coup, ça a été vachement des devs parce que quand même c'est important qu'ils soient là parce qu'il faut qu'on parle la même langue. Des designers pour la partie forcément UI et des PM qui sont là pour faire en sorte que ça marche pour le futur. Et important, en fait, nous, on avait donc à l'époque qui était le Head of UX qui a vachement supporté l'idée. Donc, il fallait aussi un leader pour évangéliser le truc parce que c'est compliqué de vendre ce genre de... J'allais rebondir là-dessus justement en disant c'est bien d'avoir les équipes, etc. Mais il faut vraiment avoir des sponsors. Déjà aussi des mecs qui sont prêts à mettre le budget. Donc après, soit vous dites, on commence le truc un peu dans notre coin, on ira leur montrer la valeur sur une toute petite partie et ensuite on arrivera à le vendre. Ou alors vous essayez de les convaincre déjà, mais c'est sûr que si au niveau de votre hiérarchie, vous avez déjà des gens convaincus et qui ont envie de faire ça, ce sera beaucoup plus simple parce que là, des exemples que j'ai vus, quand ça part des équipes et qu'il faut aller remonter à une hiérarchie dont c'est pas du tout les objectifs et qu'ils sont pas du tout convaincus, c'est hyper difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est hyper difficile. Et du coup, pour répondre à la deuxième partie de ta question, qui était comment on collabore, je crois que gros truc comme ça, je crois que c'est beaucoup de communication et beaucoup d'écoute en fait. Et quand je dis communication, j'entends plusieurs choses en fait. Par exemple, pour rebondir sur l'Atomic Design, il y avait une partie communication autour de l'idée. Et t'as pas envie, déjà quand tu veux véhiculer une idée, quand tu veux partager une idée, faut quand même que ça soit compréhensible. Et c'est important de continuer de regarder ce qui se passe autour et de filtrer, parce que l'Atomic Design, c'est chambé dans l'idée, mais alors à partager, compliqué. Claire. Tu fais les molécules, les organismes. Exactement, c'est ça. Combien de fois je me suis retrouvé dans des meetings où on dit mais ça c'est une molécule ça? Ah non, c'est un organisme, désolé. C'est un atome, je crois qu'un atome c'est un truc plus grand. Une combinaison d'atomes. Et c'est compliqué. Donc déjà sur la métaphore, il faut être assez bon pour trouver un truc qui marche. Chez nous, on avait pris, on n'a rien inventé. On a pris la métaphore des Lego. Je crois qu'il n'y a pas plus simple pour véhiculer l'idée d'une librairie.
tu as une boîte avec des petites briques de Lego et on va pouvoir construire une voiture, un hélicoptère. Très bien, très simple à véhiculer comme image. Juste, j'ai le droit de rebondir sur la métaphore parce qu'en fait moi aussi donc au début j'ai fait l'atomique, personne comprenait, du coup j'ai fait les Lego aussi, les développeurs adoraient, les créas détestaient, donc du coup on en a fait une autre sur la musique en fait, et on a fait toute une métaphore aussi sur le fait que en fait la musique pouvait également partir de patterns et qu'on pouvait apprendre par cœur, comme par exemple dans le jazz où on apprend des patterns par cœur et ensuite des mecs qui se sont jamais vus peuvent jouer ensemble. Donc je trouve aussi que cette image là elle est plutôt bonne pour le truc côté collaboratif, et ça aide aussi des personnes plus créatives. Enfin, je sais pas si ça sera dans les questions après, mais effectivement, se dire oui, on peut être créatif avec un système en place. Ça dépend de la flexibilité du système, ça dépend de beaucoup de choses, mais ça tue pas la créativité. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis convaincue. Je suis d'accord. Ouais, fallait que je parle de la métaphore de la musique. Elle est super belle. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Ouais. Bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez de convaincre des décideurs ou des PM ou des gens qui sont garants un petit peu de la bande passante de la roadmap. Un des arguments qui est souvent avancé, c'est celui de la vélocité. On dit que, en ayant développé et implémenté un design system, on ira plus vite pour créer des interfaces. Est-ce que vous avez déjà été en mesure de mesurer ce gain de vélocité? Toi, oui, et nous, on commence. Donc je pense que toi, vous avez déjà certainement des KPI, des trucs comme ça. Le temps que le micro revienne, effectivement, nous, on nous le demande. Enfin, c'est clair que tu vends pas ça chez Crédit Agricole s'ils te disent pas derrière c'est quoi le ROI, c'est quoi les KPI et tout ça. Donc il y a des KPI effectivement qui sont faisables de mettre en place. Nous, on a mis par exemple des choses. Tu commences, tu as 0 composant donc dans ton système. Si jamais tu te dis que un mois plus tard, tu en as 10, ça veut dire que tu prends le temps que tu mettais avant à faire ce composant X fois en fonction des X équipes qui l'utilisaient, et tu dis maintenant, ça prend tant de temps à l'implémenter, puisque maintenant il est dans le système, et donc du coup, tu fais le ratio du temps que tu as gagné. Ça peut être une option. Ouais. Alors moi, pour être hyper honnête, à la base, ça a été un peu du doigt mouillé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à la base, pour calculer le truc, nous, on avait juste fait tester à des designers de monter une page avec ou sans design system. Et en fait, la manière de le vendre, c'était juste de se dire, il y a toujours 2 choses qui marchent, c'est le temps et l'argent. Bon, quand tu arrives à dire, le mec, ils ont remonté les pages en passant 40% moins de temps à monter cette même page. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'argent, et qu'est-ce que ça veut dire quand tu arrives à faire la même chose côté dev après? C'est vrai que c'est compliqué de mesurer le truc. Nous, ça fait longtemps, et les avantages, on les voit vraiment. Enfin, vraiment, c'est très récent le fait de se rendre compte qu'on gagne beaucoup plus de temps à construire notre produit avec un design system. Je prends un exemple tout bête, mais quand on a, je ne sais pas si vous le savez, mais Blablacar, on a racheté Weebus il n'y a pas longtemps, ce qui veut dire qu'on se lance dans des choses beaucoup plus pro. Et en fait, à la base, c'est parti en Russie. Et en Russie, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu besoin d'avoir... en fait, on travaillait avec des opérateurs qui, eux, utilisaient la plateforme. Ils utilisaient la plateforme comme des covoitureurs normaux. Donc, la plateforme n'était pas du tout adaptée pour gérer des centaines de trajets, des milliers de passagers. Le fait d'avoir le design system, on a dû construire un outil pour ces mecs pour faire la même chose, mais à plus grosse échelle. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est assez clair qu'on se rend compte que le fait d'avoir design system, on n'a pas du tout passé de temps, on n'a pas passé énormément de temps à se poser des questions inutiles. On a monté le truc assez rapidement, et après on était parti, quoi. Mais j'avoue que on n'est pas encore hyper clair sur comment on mesure. Tu vois, le fait que ce soit plus rapide. Si tu as besoin de le mesurer réellement pour convaincre ou quoi, ou si tu peux, justement, ta hiérarchie te fait confiance et tout, et tu dis on va avancer au fur et à mesure. Après, moi, je pense que c'est jamais perdu. Tu vois toujours qu'il y a du gain. Ouais. Et peut-être aussi, tu peux regarder le temps d'onboarding des nouveaux en disant, aujourd'hui, quand il y a un nouveau qui arrive, il met à peu près tant de temps. Mais c'est vrai que ça veut dire qu'il faut le réfléchir avant, parce que ça veut dire qu'il faut prendre les KPI avant pour pouvoir te faire le avant-après. Donc du coup, tu dis, le nouveau, il met tant de temps à monter en compétences avant d'être vraiment productif, et tu remesures au fur et à mesure que le système évolue. Et du coup, tu verras si c'est... en fait, c'est ça, il faut prendre des trucs un peu concrets que tu peux chiffrer et qui vont pouvoir te donner le côté avant-après.
je crois que c'est beaucoup de conviction là pour l'instant chez nous. Enfin, en fait, on s'en rend compte naturellement, mais on est encore un peu. Je crois que la partie tech, c'est encore un peu un moment difficile parce que nous, en fait, c'est arrivé au même moment où on changeait complètement la façon dont ça fonctionnait côté tech. On est passé en service, iOS il passait en Swift. Donc du coup, c'est encore un peu compliqué de se rendre compte de la rapidité à laquelle tu peux, en tout cas, délivrer côté tech avec un design system. Un autre KPI que j'avais entendu, c'était le nombre de lignes de code, il me semble. Et il y avait un truc où en fait tu regardais par rapport au nombre de lignes de code que tu avais dans ton projet, tu pouvais aussi déterminer certains KPI par rapport à l'utilisation du système au fur et à mesure. Et après, je crois que ça dépend aussi vachement d'à quel point t'es radical sur ton système, en fait. Je crois que chez nous, on a vraiment développé une culture sur la radicalité du design system qui est assez vénère. C'est-à-dire que c'est les développeurs qui viennent nous voir en disant ça n'existe pas, on le fait pas. Très bien. Je crois que c'est un bon exemple de si tu veux que ça aille plus vite, fais en sorte que ton truc il soit carré. Parce que si tu commences à laisser des trucs partir en cacahuète, là, je suis pas sûr que tu gagnes tant de temps que ça. Je vais peut-être en profiter pour rebondir sur un truc, même si ça vous touche peut-être vous moins, mais c'est vrai que là, je t'entends, je sais que vous avez un design system strict, ce qu'on appelle strict, comme Airbnb ou des choses comme ça, c'est-à-dire tout passe par le système. Quand on crée quelque chose, on utilise le système. Si ça n'existe pas dans le système, il faut le rajouter, etc. Mais après, il y a aussi d'autres types. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui auraient ce genre de design system, mais il y a nous, on en fait beaucoup qui sont plus flexibles, parce qu'en fait, ça, par exemple, ça marche très bien quand tu as un produit, plusieurs plateformes. Molotov, Mythique, vous, ça marche très bien. Mais par contre, encore une fois, une marque qui a plusieurs produits et on doit servir plusieurs produits qui ont des objectifs fonctionnels différents aussi. Là, du coup, il faut une certaine flexibilité. Ou pareil, même si, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais si tu dois servir des trucs qui sont purement de l'interne, où tu vas avoir des outils pas chiant, mais outils, et un site marketing, et du coup, tu vas peut-être pas mettre tout ça dans le système. En fait, je suis d'accord, et je vais reprendre l'exemple de l'outil pour les professionnels qu'on a designé. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, dans ce cas-là, c'était pas du tout les mêmes principes que pour la partie très C2C. Je suis désolé, je fais du franglish là. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a juste, on est juste redescendu d'un niveau et on s'est dit, les principes et les trucs, on les oublie. Et là, on repart sur la librairie en fait. On a une librairie style. C'était déjà le minimum dont on avait besoin. Et ensuite, on peut reconstruire par-dessus les. Si on reparle en atomic design, en gros, tu prends les atomes et les molécules, ça, tu peux les réutiliser. Ouais. Et par contre, tu vas pas jusque des organismes ou des templates parce que ça se justifie plus dans ton produit, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Si je sais pas, pour donner un exemple, on avait un truc dans le design system côté covoiturage qui était hyper vénère, qui était, on appelait ça le one screen one action. En gros, c'était une étape, une action. Ça marche très très bien pour des gens qui publient un trajet 2 fois dans l'année. Quand tu es un gars qui doit publier je sais pas combien de centaines de trajets pour tes bus, là le one screen action, c'est pas du tout adapté. Donc là tu dois repenser effectivement tes grands principes de design. Du coup, on a beaucoup parlé de pourquoi. On va essayer de parler un peu de comment. On voit souvent un design system final à quoi ça ressemble et on imagine, ça peut être assez flippant parce qu'on imagine la charge de travail qu'il y a derrière. Du coup, quand tu te lances, par où commencer et quelles sont les erreurs à éviter? Je pense que par où commencer, j'ai déjà un peu répondu en disant qu'il fallait en tout cas cadrer. Franchement, vraiment posez-vous les questions. Nicolas l'a dit aussi. Est-ce que j'en ai vraiment besoin et en quoi ça va m'aider, quoi? Parce que sinon, c'est pas la peine de le faire. Donc, je pense que déjà toute une partie cadrage. Après, je pense qu'il y a une partie évangélisation, convaincre les équipes si vous en avez besoin. Ouais, je crois qu'en fait, c'est comme un. Moi, c'est vrai que ça paraît impressionnant quand on le voit la première fois. Et pour revenir à ce qu'on disait au départ, effectivement, sur le problème, je crois que c'est comme une entreprise, comme un produit, normal. Comme un projet. C'est un produit, le design system est un produit. Ouais. Donc, c'est ce qui se passe un peu en fait, c'est qu'il y a un problème et du coup il faut que j'ai une vision, une solution à ce problème et c'est quoi les étapes pour y aller. C'est un peu la même chose en fait, je crois qu'il faut y aller étape par étape parce que sinon en fait on se perd rapidement, quoi. C'est exactement comme Dakar quand on lance des bus.
on lance pas à 100% des bus dans tous les pays. On se dit bon, on va regarder un peu ce qui se passe en Russie, 50%, ok, très bien, 60, 100%, et on y va étape par étape en suivant une vision définie en amont, quoi. Donc c'est un peu le même principe, quoi. Ouais, moi, une des premières choses que je fais, c'est que je vais interviewer les équipes. Je vais essayer d'aller les voir et de leur dire bon bah ok, aujourd'hui qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas, et je vais voir les designers, les développeurs, les product owners, et j'essaye de comprendre dans le workflow global où est-ce qu'il y a des trous, où est-ce que ça pêche. Donc après je pense que vous quand être en organisation produit c'est peut-être plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut prendre le recul, se dire ok, en gros j'essaye d'oublier tout ce que je sais de cette boîte et j'y vais comme un bon UX et je vais interviewer chacun pour savoir de quoi il aurait besoin. Voilà, moi comme j'arrive en tant qu'externe, j'essaye de savoir s'il y a déjà des choses en place parce que je veux pas non plus casser des trucs qui marchent bien, et je me dis s'ils ont déjà des process qui marchent bien, on va pas remettre ça en cause. Donc je pense que ça c'est quand même le premier truc, c'est comme tu l'as dit, c'est un produit. Donc c'est un produit, vous le faites pour vos utilisateurs, enfin pour les utilisateurs du design system, c'est les équipes. Donc il faut interviewer les équipes pour comprendre où ils en sont, de quoi ils en ont besoin, et déjà, je pense que ça vous donne pas mal de réponses pour prioriser. En gros, vous allez déterminer des grandes problématiques et vous allez déjà vous dire, ok, je vais m'attaquer à celle-là en premier. Et par exemple, chez Air France, moi j'ai fait ce travail-là d'audit. Eux, ils ont commencé une super librairie Sketch avec plein de composants. Ils ont 3 designers. Dans tout Air France, c'est en interne, sur les produits internes. Ils ont 3 designers qui sont sur Sketch. Les autres, ils sont tous sur PC. Et ils savent même pas ce que c'est le design. Donc du coup, je leur ai dit, votre priorité là, c'est pas de créer une librairie Sketch, c'est de faire monter les gens en compétences et de les accompagner sur ce que c'est le design. Et du coup, ce qu'on va leur mettre à disposition, c'est déjà des ressources. On va aller les voir, on va parler avec eux, on va leur faire des formations, pourquoi pas une formation Sketch en se disant ou Figma vu qu'ils n'ont pas de Mac. Mais bon, il paraît que Sketch va arriver sur online très bientôt. Mais donc voilà, c'est pour dire en fonction de ce que vous allez observer, la réponse sera pas la même. Et donc du coup, je pense que c'est par là qu'il faudra commencer. Du coup, moi j'ai beaucoup moins de connaissances sur ce qui se passe autre part. Mais en interne, je crois que, et c'est des erreurs qu'on a pu faire, mais il y a des trucs tout bêtes. Je crois qu'à la base, on se disait que c'était un peu compliqué peut-être de faire ça dans son coin. C'est un des premiers problèmes des erreurs qu'il faut éviter. Moi je pense, en tout cas, c'est mon avis, de faire ça de son côté. Là, c'est un peu compliqué de vendre le truc. Ça va plus vite, mais en fait, ça marche moins bien. Ouais, exactement. Ça va plus vite parce que tu es tout seul, donc tu traces, mais en fait, t'embarques personne. Donc, ouais. Exactement. Un autre problème, une erreur qu'on a fait aussi, je crois qu'il y avait sur la communication entre les développeurs et les designers. Ça, c'est hyper critique, quoi. Il faut faire super gaffe parce que nous, à un moment, chacun a ses contraintes. Si on se parle pas, c'est difficile de continuer à avancer. Les mecs sont quand même aussi les garants du produit côté tech. Faire attention à ça. Après, je crois qu'il y a 2 grands trucs que je pense qu'il faut absolument faire. Quand on construit un design system, je crois qu'il faut absolument définir des règles. Alors, en tout cas, moi, je trouve que quand on n'a pas de règles, ça n'existe pas. Je crois que à chaque décision, chaque élément, je crois qu'il faut qu'il y ait une règle claire sur comment l'utiliser. Que ça, c'est aussi une erreur qu'il faut essayer d'éviter. En fait, il y a une phrase qui dit « si c'est pas documenté, ça n'existe pas ». Donc en fait, effectivement, parce que quand tu fournis un design system où tu vas mettre juste des composants, que ce soit des composants de style, comme des couleurs, des typos ou des vrais composants, nous, en tant que designer, on peut vous faire 1000 designs différents. Je veux dire, si on n'a pas vraiment de règles d'utilisation précises, rien que le pourcentage de la couleur. Moi, on me donne 4 ou 5 codes exacts couleurs. Je peux faire des tas de mises en page différentes avec ça. J'ai pas de voilà. Donc effectivement, il faut dire tiens, cette couleur-là, elle est utilisée que pour le clic, celle-là, effectivement, et trouver les règles qui font sens, qui vont être réellement guidantes, et pas vouloir en mettre trop de règles, parce qu'après trop de règles tue la règle et plus personne les lit. Donc voilà, mettre les règles essentielles et des exemples hyper visuels de c'est ça qu'il faut faire. Donc nous, en fait, les règles, on les fixe en équipe. Donc c'est-à-dire, c'est vrai qu'on parlait justement de comment on embarquait les personnes. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on fait mais c'est sûrement plus facile en tant que consultante externe, mais
consultante, j'aime pas ce mot, non, oublie, pas consultante, voilà, de expert design system qui va chez les gens. Mais du coup, voilà, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait faire des ateliers. Donc déjà, ateliers où on met designer, product owner, développeur, et du coup, on leur fait faire un peu une vision de qu'est-ce que ce serait leur design system, comment ça marcherait. Il faut tout de suite lever les freins. Ouais, je pense que dans les erreurs à éviter, il faut pas remettre de côté les problèmes. Tu sais, en disant, le truc où tu te dis, ouais, ça on verra plus tard, c'est pas grave. Bah si en fait c'est grave, si déjà c'est un truc qui est problématique dès le début, le fait de juste mettre des petits mouchoirs dessus et puis de se dire ouais on verra ça plus tard, généralement ça te repète à la figure à un moment. Donc je pense que c'est ça, tu fais déjà un premier truc de lever les contraintes, les freins de chacun, voilà. Ça, c'est plutôt le côté vision. Et après, on fait souvent des ateliers, donc inventaire de l'existant. Ça, t'es pas obligé qu'il y ait tout le monde. Enfin, voilà, tu peux prendre à chaque fois des personnes différentes dans les équipes. Tu essayes de voir à peu près où vous en êtes. Est-ce qu'il y a des incohérences? Je pense que, à mon avis, toi, vous aviez fait ça. Tu remets à plat tous les écrans et tu essayes de voir à peu près qu'est-ce qu'on pourrait harmoniser, qu'est-ce qui est complètement déconnant, qu'est-ce qui est déjà pas trop mal. On fait des ateliers de nommage pour nommer les composants. Et on fait des ateliers autour des composants, pour répondre à ta question, ça y est, je reprends le fil. Et donc du coup, les règles autour des composants, par exemple, on se dit, alors c'est des composants qui sont déjà existants, parce que c'est sur des produits déjà existants. On ne construit pas le composant from scratch comme ça. Enfin, ça, en tout cas, c'est aussi une erreur à ne surtout pas faire, que j'ai vue, c'est-à-dire de créer des composants en se disant, on en aura bien besoin à un moment. Bah oui, mais en fait, du coup, là, tu es en train juste de mettre plein de composants dans ton système. Tu sais même pas si un jour ça va te servir. Donc, tu mets que ce dont tu as besoin. Et donc, du coup, on prend le composant, par exemple, un stepper, et on se met à plusieurs et on définit toutes les règles que. Enfin, en fait, j'ai un atelier où je fais pourquoi, quand, comment. Donc, pourquoi ce composant est là? C'est quoi son objectif fonctionnel? À quoi il sert dans le produit? Quand je dois l'utiliser? Comment? Et c'est souvent des do et des don't, où tu dis, voilà, les do et les don't, ça naît souvent, enfin, je sais pas toi, mais moi, ça naît souvent de mauvaise utilisation du système. C'est-à-dire qu'en fait, au début, c'est un peu comme le micro-ondes. Tiens, moi aussi, je vais faire une petite anecdote. Le micro-ondes, où au début, ils n'avaient pas dit qu'il fallait pas mettre de chat dedans. Et puis un jour, il y a un mec qui a mis un chat. Donc du coup, ils se sont dit, on va rajouter dans la notice qu'il faut pas mettre de chat. Tu vois. Non, mais voilà, en gros, des fois, tu rajoutes des do et des don't en voyant que tout le monde fait cette erreur, et donc tu te dis mince, c'est que mon truc est pas assez guidant, je vais rajouter ce don là parce que tout le monde fait l'erreur, donc ça se construit aussi au fur et à mesure. Mais déjà en faisant un atelier autour du composant, je pense qu'à plusieurs, en réfléchissant designer, développeur, product owner, tu trouveras déjà pas mal d'éléments de documentation pour ton composant, je pense. Ouais, c'est assez similaire chez nous. Le seul truc, je crois que c'est le truc assez basique en fait, c'est de se dire, on travaille à plusieurs, on se pose les bonnes questions. 2, on regarde ce que font les autres, parce que c'est un standard, pareil. Donc pour des règles, tu vois, tu vas regarder toutes les grosses apps qui sont utilisées, c'est quoi les standards, c'est quoi les patterns. Tu as déjà une base, et après, tu passes toujours par des tests d'usability, usability test. Je crois que c'est un bon proxy, puis tu testes, et ça évolue. Des fois, ça marche pas, des fois ça marche, mais c'est toujours un peu le même principe. Après, juste pour rebondir sur les règles, je suis assez d'accord. Je crois que quand t'es pas clair sur les règles, ça te revient toujours dans la gueule. Il y a un moment, c'est sûr que ça va revenir. Et ça, c'est très lié aussi au fait de faire des exceptions. Ça, c'est un truc que j'ai vu, qui a été une grosse erreur qu'on a fait au départ. C'est qu'il y a un moment, tu dis, allez, on fait une petite exception sur celui-là. Et puis, t'en fais 1, 2, 3, 4. Et puis, en fait, là, t'as toute l'équipe de dev qui vient te voir et qui te gueule dessus parce que c'est toi, le gars qui fait le design system. Donc ça, c'est un truc, faut faire super gaffe. Et je crois que c'est normal, les designers, les hommes, on a envie de mettre notre petite touche, de faire comme on veut. Des fois, là, faut essayer d'être sur cette partie-là, faut essayer d'être radical. C'est pas grave si à un moment la page elle est moins jolie que ce que tu l'aurais fait. Le principal, c'est qu'elle fonctionne. Voilà. Justement, par rapport à cette radicalité, quand on préparait un petit peu le code, Nico, tu disais qu'un design system devait être radical, simple et chiant. Et du coup, est-ce que ça dépend des produits? Est-ce que ça dépend des boîtes? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu entends par là? Alors, du coup, ça tient vachement à nous. Moi, j'ai dit ça parce que c'était par rapport à ce que je ressentais en interne. Radical, on en a pas mal parlé. Moi, je trouve que c'est un vrai avantage d'être
tu vois, de pas laisser passer les exceptions, d'avoir des règles bien radicales. Et je crois qu'il y a deux aspects en fait dans la radicalité. Y a une partie où tu peux pas te permettre d'avoir un truc entre les deux. À un moment, il faut faire des choix, et c'est ça pas que pour le design system. À l'inverse, dans la radicalité, des fois, il y a des côtés un peu négatifs. Je donnais l'exemple tout à l'heure du one screen, one action. Mais en fait, ce que j'aime bien dans la radicalité, c'est que des fois, sans t'en rendre compte, en fait, tu passes par une étape que, je sais pas comment appeler ça, c'est necessary evil, mais c'est un mal nécessaire. Si je prends le one screen, one action, concrètement, à la base, ça avait été fait parce que nous, on avait un flow de publication qu'on voulait rendre plus court, plus simple, et on était parti sur se dire, on veut un truc hyper modulaire, on veut pouvoir changer les étapes et tout, faire des tests. Bon, une étape, un écran, une question, c'est très bien, c'est simple, on peut tout faire, on peut enlever, on peut changer, sauf qu'en fait, ça a ses limites. Le truc, c'est que le fait d'être parti de façon assez radicale à se dire, à choisir une règle de ce genre-là, ça a permis de standardiser tout le produit. Et aujourd'hui, on peut commencer à se dire, ok, bon, la règle elle est peut-être un peu extrême. Comment on fait pour adoucir la règle? Mais du coup, c'était un choix délibéré parce que à la base, on disait, si tu commences à dire, faut pas mettre trop d'informations en même temps sur une même page, tu es sûr que ça va partir dans tous les sens. Chacun aura son mot à dire. Donc du coup, des fois, tu es un peu obligé de passer par des versions extrêmes de tes règles. Je pense que du coup, pour ça, il faut avoir quand même une bonne vision de ton produit, une vision d'ensemble. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que parfois, un design system, il naît sur une team. Une seule team, par exemple, qui veut faire son truc. Et en fait, elle commence son système et elle n'a pas la vue d'ensemble de tout ce que va devoir servir le système. Et donc, du coup, effectivement, fait des choix peut-être parfois radicaux. On dit radicaux. Et du coup, en fait, si le système veut grossir et s'appliquer à d'autres personnes dans la boîte, ça ne va pas marcher. Donc, c'est soit vous prenez tout de suite avec la vision d'ensemble et quand vous faites des choix comme ça, c'est un peu ce qu'on disait avec tout à l'heure quand on se met autour d'un composant et qu'on dit le stepper, voilà, en fait, nous, il doit pouvoir être linéaire de temps en temps, mais de temps en temps pas linéaire parce qu'il y a certains produits on a besoin de pouvoir le compléter dans n'importe quel ordre. Et donc du coup, quel est le meilleur composant qui va, on va dire, répondre au maximum des besoins des différentes équipes. Et du coup, comme ça, je pense que ça te permet d'arriver avec une solution qui est effectivement sûrement radicale, mais qui en même temps répond aux différents besoins. Et après, c'est à chaque fois de te reposer la question quand il y a un nouveau besoin, de se dire est-ce que c'est que ce composant-là doit être modifié? Est-ce que c'est un nouveau composant? Est-ce qu'il y a un vrai besoin? C'est-à-dire, parfois, effectivement, en fait, quand tu demandes au mec d'argumenter en disant du coup, pourquoi tu n'as pas utilisé celui-là? Mais non, mais je sais pas. Puis quand tu creuses un peu, en vrai, c'est pas des arguments valables. Donc il y a ça aussi. Quand tu es radical et que tu mets des règles, tu dis ok, tu peux sortir des règles, mais par contre, tu dis pourquoi. Et du coup, si tu dis pourquoi, là, effectivement, on se repose la question de tiens, on va créer un nouveau composant, ou on va faire autre chose, on va le modifier. Du coup, pour rebondir là-dessus, on a une règle en interne qu'on avait mis en place, que je trouve assez drôle. C'était de se dire ok, on peut rajouter des composants, mais à chaque composant que tu rajoutes, t'en enlèves deux. Et du coup, ça met une petite barrière. Tu mettais des sous dans une cagnotte? Non, moins vénère que ça, mais du coup, ça permet en tout cas de prendre du recul et de se poser les bonnes questions sur quand est-ce que tu vas ajouter quelque chose. On a eu le cas. Je pense qu'en fait, ça amène aussi au fait qu'un design system, il n'y a pas forcément trop de composants dedans. En plus, en fonction, encore une fois, du nombre d'équipes que tu sers, tu mets que ce qui est vraiment ultra commun. Alors, soit toi, tu te dis, effectivement, ça doit servir tous mes produits, et tous mes produits doivent vachement se ressembler, plutôt système strict. Donc, oui, je mets tout. Mais système un peu plus flexible, tu dis, je mets que ce qui est hyper commun. Et ensuite, effectivement, il y a certaines équipes qui ont des composants spécifiques. Et même chez Airbnb, ils ont, j'avais vu, 90% des composants viennent du système. Mais ils ont quand même, chaque team a un petit espace d'expérimentation et ils ont quelques composants spécifiques par team. Donc du coup, ça peut aussi laisser une petite flexibilité. Il faut vachement faire le travail de quand même laisser ouvert les possibilités, quoi. Parce que sinon, à un moment, tu commences à perdre tes designers. L'effet qui est marrant que j'ai vu, moi, c'est que la première version de Design System, donc c'était vraiment c'était vraiment le bordel. Fallait recréer tout le truc, fallait standardiser tout le produit. Et on était avec l'ancienne marque. Et c'était marrant parce que du coup, je recevais beaucoup de plaintes des designers. Et le jour où on a changé de marque et qu'on a réadapté le produit, donc on a rendu le truc joli, en fait j'ai vachement senti qu'il y avait
beaucoup moins de plaintes, juste parce qu'en fait, on avait rendu le truc assez joli. Et je crois que c'est important, en fait. Ah bah ça oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais dans les trucs par lesquels on faut commencer. Enfin moi je dis toujours que, enfin c'est vraiment ce que je prône chez tout le monde, c'est faut commencer par le langage de la marque. C'est-à-dire que justement quand on réfléchit en atomique et quand on réfléchit comme ça, on part du plus petit dénominateur commun de vos interfaces. Et ben il se trouve que ça va être les styles, tout ce qui est token. Donc du coup c'est vraiment de ça que vous allez partir. Donc le problème c'est que si vous avez créé ces petits assets là un peu indépendamment les uns des autres, bah, déjà ils vont peut-être pas forcément bien marcher dans le système. Et du coup, je pense que vous avez beaucoup plus de force si vous partez avec une vraie identité de marque, parfois un concept un peu fort. Et je pense que c'est ce qui s'est passé chez vous. C'est-à-dire que quand il y a eu le redesign, il y a eu un vrai travail de brand. Il y avait des valeurs, il y avait une vision, il y avait des trucs. Et du coup, oui, ça, c'est déjà beaucoup plus facile à accepter que bon, on m'avait mis du bleu et du vert parce que bon, c'était bien. Je sais pas, enfin, et ça, du coup, les designers vont sans arrêt te le remettre en question. Alors que si tu leur dis, bah non, voilà, nos objectifs c'est ça, nos valeurs de marque c'est ça, je pense aussi que ça aide à la fois construire le système et à le faire accepter. Ouais. Simple. Concept en design qu'on connaît, simple. Non, mais simple parce que, en gros, c'est comme tout en fait, c'est hyper complexe ce truc-là. Mais à la fin, tes clients, c'est les designers. Et si tu fais un truc qui est super compliqué à utiliser, je crois que tu perds les gens. Tout simple, en fait. Essayons de rester simple et pas de faire une usine à gaz. Ouais, je crois. Et chiant. Chiant. J'aime bien ça, c'est vraiment chez nous. Hein. Chiant parce que moi, j'ai vraiment une obsession. Alors, la toute première version du design system, on s'était dit, on aime bien se donner il faut se donner des visions un peu qu'on peut pas atteindre. On s'était dit ici on veut pas de designer d'interface. Voilà, c'est clair, chez Blablacar on n'en aura pas. Je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Chiant parce qu'en fait vous avez dit que vous alliez mettre la valeur dans les règles de gestion et du coup l'utilisation du système plutôt que sur la création des assets. Parce qu'en fait il y a un espèce d'effet quand tu construis un design system, tu penses que tu vas réinventer toute la route, tu vas faire des trucs géniaux et tout, alors que ton travail c'est juste de faire des standards. Faire des standards, et ça c'est chiant. Je veux dire, passer du temps sur un input de date en essayant de réfléchir à tous les états de cet input. Pour un UX, je suis pas sûr qu'il s'éclate beaucoup là-dessus. Donc je crois que c'est cette partie-là qui est chiante. Et en fait, j'aime bien dire chiant parce que, en fait, nous on a mis des chiant. On a mis la barre tellement haute à être chiant sur le fait que tu devais réutiliser le système carré. Qu'en fait les mecs ils passent plus de temps sur l'interface et ils passent beaucoup plus de temps à se poser des bonnes questions sur aller faire de la research, aller parler aux gens, aller réfléchir à c'est quoi la bonne problématique et au bon problème. Et je crois que c'est ça qui fait qu'il faut que ça soit chiant en fait. Moi, en fait, je dirais qu'il y a une partie de ton design, de ton système qui est chiant, et en fait, c'est ce que tu disais quand tu disais réutiliser du matériau, etc. Je pense qu'effectivement, il y a des composants sur lesquels c'est pas structurant de se différencier ou c'est pas structurant de réinventer le truc. Donc effectivement, à ce moment-là, aller chercher dans des patterns qui marchent déjà bien, je pense que ça fait complètement sens. Et je pense que là où ton système devient vraiment intéressant, parce que franchement, vous faites un système avec que des composants matériels. Moi, je ne comprends pas parce que je me dis, Google l'a fait. Je veux dire, à la rigueur, voilà. Par contre, c'est vous réutilisez des composants matériels peut-être pour certaines parties de votre produit. Et par contre, là où ça devient intéressant, c'est sur les composants métiers. Enfin, des composants qui vous sont propres à vous. Et du coup, qu'il n'y a pas dans d'autres, en tout cas, qu'il n'y a pas dans le matériel et qu'il n'y a peut-être pas chez d'autres. Et là, du coup, votre système, il prend encore plus de valeur parce que vous y avez mis des composants. Et là, du coup, c'est peut-être un peu moins chiant parce que du coup, tu peux rajouter des composants. Enfin, et comme tu dis, te poser les bonnes questions sur comment je rajoute les passagers supplémentaires et patati patata. Enfin, des trucs qui sont peut-être propres à Blablacar. T'as raison, hein, en fait, on le pousse vraiment à l'extrême, mais un autre truc où c'est moins chiant, si tu ouvres l'application Blablacar aujourd'hui, c'est quand même super, on la sent la radicalité. Hein. C'est blanc, il y a juste du texte bleu et des boutons bleus, il n'y a pas d'illustration, il n'y a rien, c'est super froid. Mais en fait, c'était nécessaire, tu vois. Il fallait qu'on passe par là, qu'on dise en fait, c'est comme une maison, tu vois. Tu vas pas commencer à poser des tableaux dans ta maison si t'as pas les fondations, si t'as pas les murs. C'est complètement bizarre. Et du coup, il y a un truc qu'on fait en interne en ce moment, qui est de se dire, ok, je crois qu'on a bien réduit là. Là, on a les murs blancs, on a les fenêtres, très bien. Ça manque de déco, c'est un peu et ça manque froid, un peu de déco. Et le côté cool là, c'est de se dire, en interne, on a un truc qui s'appelle Pimp My App. Et là, on s'éclate, quoi. On dit, vas-y, il y a plus de règles, il y a plus de KPI. Où est-ce qu'on peut
balancer du truc un peu coolos, de l'illustration, de l'animation, des trucs comme ça. Mais ça renvoie à un truc qu'il y a dans le bouquin d'Ala Kolmatova, qui a écrit un bouquin sur les design systems et qui s'appelle les signature moments. Et en fait, en gros, elle explique qu'effectivement, la voix de la marque, on va dire, peut s'exprimer à certains moments du produit. Et donc, c'est hyper intéressant de reprendre ton parcours et de te dire, bah voilà, par exemple, à cet endroit-là, franchement, moi, je veux pas d'illustre parce que ça alourdit les performances de ma page et que c'est pas du tout le bon endroit. Mais par contre, sur une fin de parcours ou par contre là, voilà, sur une landing ou quoi, là, c'est vraiment un signature moment. C'est le moment où la marque va pouvoir s'exprimer. Et là, on va faire des trucs un peu plus cool et on va venir jouer sur le langage, justement, typo, couleur, illustration, animation, sur je pense des assets comme ça. Effectivement, sur un champ de saisie, ou à un moment où tu te dis juste envie que le mec rentre son email, bon, on va peut-être pas lui faire un truc. Mais c'est pour ça c'est cool. Faut pas qu'il passe de temps là-dessus, l'UX, quoi. Il y a d'autres trucs à faire plus intéressants. Enfin, j'ai un exemple tout bête, mais qui m'avait marqué. On avait lancé un truc qui a bien failé. D'ailleurs, on avait lancé. C'était comment ça s'appelait ce truc-là? En gros, on essayait de se dire, oh les gens, en fait, on va leur pousser qu'un seul résultat, ça sera le meilleur résultat du monde. Ils vont le choisir. Très bien. Du coup, juste avant de le lancer, on se dit tiens, comment on annonce le truc aux gens? Et là, tu commences à te poser des questions de on peut mettre l'info peut-être au début, quand il clique, quand il est dans le flow, peut-être qu'est-ce qu'on peut faire? On met un message, on met une popine, on met un machin, tu sais pas trop. Et tu passes 2 semaines sur te poser ces questions-là. Et à la fin, tu te dis putain, et on dit quoi? Et là, tu mets new. Personne comprend rien, c'est raté. Et en fait, tu dis si juste à la base on avait réfléchi sur comment j'annonce une nouvelle feature à un utilisateur, ok, bah il y a un truc qu'on peut standardiser. Et après, tu peux passer 2 semaines sur le contenu si tu veux. Mais voilà, quoi. J'aime bien cet exemple de, tu vois, tu prends du temps sur des trucs qui servent à rien. Bonsoir. Non, une petite question parce que vous avez parlé de règles tous les deux. Est-ce que vous avez donc il y a des composants, vous avez vos règles et tout en interne. Les guidelines. Voilà. Mais est-ce que vous avez des règles sur les espacements? Parce que je sais que c'est un problème chez nous. Le système d'espace. Et en fait, on a notre product designer qui réfléchit à fond là-dessus et c'est hyper intéressant ce qu'il fait. Et je voulais justement savoir vous quel est votre retour là-dessus. Moi, en tout cas, à chaque fois, quand on construit, donc quand on prend les éléments d'identité de marque, effectivement, il y a différents systèmes à créer. Il y a le système d'illustre, le système d'icône, le système d'espace, le système de typo, le système de couleur, le système d'anime. Voilà. Donc tout ça, c'est des trucs systémiques. Donc effectivement, le système d'espace, ça en fait partie. Généralement, on fait des trucs. Tu as un small, un medium, un large, un machin, et on met effectivement quelques règles. Alors après, en fait, ça dépend. Soit tu peux avoir des espaces entre tes composants. Et à ce moment-là, tu peux mettre des espèces de grandes règles, mais quand c'est des espaces qui sont dans le composant, il est plutôt porté, l'espace est porté par le composant. Donc du coup, on ne remet pas de règles dans le composant en fait. On fait porter les règles d'espace par le composant. Ça, c'est intéressant aussi quand tu crées tes règles, c'est quelles règles vont être pareil, génériques et communes à tout mon système, et quelles règles vont ensuite être définies par composant. Par exemple, un bouton, le wording du bouton. Tu te dis, est-ce que je mets je valide, valider, nous validons, vous validez voilà, comment tu conjugues ce fameux verbe, parce que ça, c'est une incohérence qu'il y a tout le temps. Et bah, du coup, peut-être que au lieu de dire dans les règles de wording, il faut utiliser l'infinitif pour les boutons, tu vas plutôt mettre la règle dans ton bouton de dire les boutons sont toujours à infinitif. Voilà, tu le mettras dans ton composant bouton. Donc, je ne sais pas trop si ça répond à ta question sur les espaces, mais en tout cas, ça sera intéressant de savoir ce que vous mettez en place aussi de votre côté. Du coup, de mon côté, on fait un peu des deux en fait. Je crois qu'il n'y a pas eu vraiment de problème côté design. On avait des composants, pareil sur la métaphore du Lego, on s'est dit, le composant, tu le poses, tu les empiles, très bien, les marges, elles sont dedans. Les espaces, on a effectivement des trucs qui sont L, M, XL. Par contre, le problème, il vient surtout côté tech, en fait. On s'est pas rendu compte, nous, on a mis ça dans les composants, et on se rend compte que c'est quand même une tannée... alors, ça dépend des plateformes, mais c'est une tannée pour les développeurs à gérer. Tu le mets dans le composant, si c'est... mais pas, effectivement, tu mets pas les espaces qui sont entre les composants dans le composant. C'est ça que tu voulais dire. Ouais, non. C'est ça. En fait, tu as des règles d'espace qui sont des paddings entre tes composants, mais t'as pas les margins. Et par exemple sur Android chez nous, il y a des problèmes parce qu'en fait, c'est tout con, mais des fois tu te dis tiens, règle à la con, quand je mets 2 composants l'un à côté de l'autre, tu kills le padding qui est à l'intérieur et puis tu mets plus qu'un seul truc et là
tu vois les développeurs, tu dis, oh, c'est fou quoi. Et du coup, c'est pas très grave. C'est pas très grave en fait. On se retrouve avec des trucs, avec des boutons qui ont des espaces un peu plus larges. Bon, moi j'aime bien dire en interne, on va tuer personne. Hein. On va tuer personne. Qu'on tue personne. Non, pas trop. Les règles, elles sont à la base dans le composant. Tu vois, on a dit c'est 24 pixels du bord, et dans les composants, on a des règles des multiples de 4. C'est 4, 8, 16, 24. Ça s'arrête là. Donc c'est vraiment en amont. Nous, pour les règles d'espace, on renvoie quand même à la loi de proximité. Et du coup, on renvoie juste à dire, c'est un peu tout bête, hein, mais de dire des choses qui vont ensemble doivent être plus rapprochées que des choses qui ne vont pas ensemble et qui, du coup, doivent être plus éloignées. On renvoie juste aux lois de proximité de base. Et puis, tu vois, parce que des fois, ça peut juste aider. Enfin, tu vois, ça dépend à quel niveau tu as besoin que tes règles soient guidantes ou pas. Mais des fois, en fonction de qui code ou qui design la maquette, des fois, ça peut être utile de le rappeler. Bonsoir. Ma question est sur l'intérêt d'avoir du code dans un design system. Du fait que, il y a deux cas où je vois où ça marche pas. C'est si tu adresses plusieurs OS, tu vas dupliquer ton code 12 fois. Et aussi si tu migres. 4 fois. Web, iOS, Android, à l'état de la TV peut-être. Oui. Oui. Oui, t'as de la TV. Et il n'y en a pas qu'une. Oui, c'est vrai. T'as les différentes TV, mais après, voilà. En fait, je pense que chaque développeur peut aussi avoir son système. C'est-à-dire, toi, tu vas avoir le système très générique de design. Enfin, je sais pas d'ailleurs vous comment ça se passe, mais j'imagine que vous avez la même problématique. Mais en tout cas, nous, effectivement, chaque développeur recode les composants de son système. Et puis parce qu'il y a des spécificités OS. Et puis... Tout à fait, mais ce que je voulais dire, c'est aussi dans le cadre d'une migration, si tu changes de techno, ton code dans ton design system, il est complètement caduque et il sert plus à rien, quoi. Après, ça dépend les parties pris que tu as eu côté tech. Ouais. Je sais pas, vous avez fait des web components ou des trucs un peu d'hybride ou vous êtes en natif Alors, sur les plateformes, au départ, on avait des trucs natifs. Alors, quand on dit natif, et après, on s'est dit que, en fait, on avait 3 design systems, on avait trois façons différentes de coder le truc. Ça, c'était complètement inutile. En fait, comme on reste une application assez simple, hein, et c'est avancer, reculer, appuyer sur des boutons des actions principales. Nous, à un moment, on s'est dit, en fait, peu importe la plateforme, c'est la même librairie, les mêmes composants, et on n'est pas spécifique à une plateforme. Mais en techno. Ah non, alors ça, alors là, franchement, moi, tout ce qui est côté tech, moi j'ai une vision, vas-y. Non, mais non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des histoires de librairie, il faut qu'on ait tout le monde la même. Après, il y a des histoires du fait qu'on passe par exemple, il y avait les questions en interne on est passé sur de la single page app, et puis il y avait toutes ces questions de est-ce qu'on passe tout le monde en React ou est-ce qu'on reste iOS, Swift, Android. Il y avait toutes ces questions-là, donc chacun a sa façon de coder son truc. L'important, c'est qu'on essaye d'avoir quand même la même bibliothèque. C'était l'important, se dire on a la même bibliothèque de chaque côté. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question. Il n'y a pas de code. Oui, ils ont du code, ouais. Non. C'est pas ça se voit hein, quand je réponds. Nous, de côté, il n'y a pas. Ouais, ils auraient dû venir. Moi, j'ai des exemples où il y a eu des systèmes et effectivement, ils font un système web d'abord et puis ensuite, ils font le système natif. Et c'est juste qu'effectivement, les développeurs sont assez alignés entre eux, ils discutent un peu entre eux. Mais oui, du coup, ça demande de faire monter en techno. Mais en fait, pour moi, un design system dans lequel tu n'as pas de code, où tu n'as pas tes composants codés à la fin, je pense que oui, tu résous sûrement une petite partie côté designer, mais c'est pas là où elle est la valeur. Dans ton utilisateur, jamais il verra Molotov TV sur tes fichiers Sketch. Donc, qu'on ait des super librairies, ça c'est juste pour nous, pour pouvoir faire nos petits prototypages entre nous et faire valider. Mais après, on est d'accord que les composants Sketch, c'est pas ça qui est utile. Pour moi, un design system doit contenir du code. Ça, c'est une de mes convictions. Je comprends mieux la question. Non, du coup, effectivement, nous, on a une librairie codée qui est open source qu'on utilise. Ah ouais.
Très bien. Ouais, sûrement. Sûrement. Tu vas gagner un peu au niveau des designers. Tu vas commencer à factoriser quelques éléments, factoriser des éléments de style et tout. Mais si les développeurs n'ont pas leur bout de code à venir réutiliser, bah, tu as perdu la moitié de l'intérêt de ton système, quoi. Donc pour moi, c'est important qu'il soit ensuite porté en code. C'est à réfléchir avec les architectes, avec les différents leads des technos, sur quoi ils sont aujourd'hui, sur quoi ils ont envie d'être demain. Ouais, du coup, moi, c'est... Oh, pardon. Mais il y avait une première question du coup qui rejoignait tout ce qui vient d'être dit, c'est comment il se concrétise le design system. Est-ce que c'est un gros fichier sketch? Est-ce que c'est une doc en ligne dans ce que vous avez l'habitude de faire? Et quels outils, et là c'est un peu large, mais quels outils et process vous utilisez pour le faire évoluer le plus efficacement possible, en collaboration ou non avec les techs? Donc déjà, je pense que le design system, en fait, pour être efficace, il doit s'intégrer dans le workflow des équipes. Donc pourquoi on fait du sketch? Bah, c'est évidemment, si tous les designers sont sur sketch, du coup on va pouvoir se faire des librairies avec des UI kits, et ça va accélérer en fait. Mais c'est qu'un outil, ça, c'est juste un outil. Ensuite, les guidelines, nous on a testé 2 outils aujourd'hui, donc Design System Manager de InVision et Zero Height, qui est un outil un peu plus nouveau, mais qu'on a suivi dès qu'ils étaient en bêta, et du coup voilà, qu'on suit pas mal. Et donc du coup, ça qui t'aide. Il y a un nouvel outil aussi qui s'appelle Specify. Les personnes sont dans la salle, donc tu pourras aussi aller voir avec eux. Je sais qu'ils développent aussi plein de choses sur comment on se partage les assets entre designers, développeurs, etc. Mais en fait, le but, c'est de trouver des outils qui vont améliorer ton workflow. Il y en a, par exemple, ils font toute la documentation sur Notion. Ça leur va, ils n'ont pas besoin d'une documentation plus visuelle que ça. Nous, c'est vrai que pour nos clients, on a besoin quand même que le livrable ait un peu de la tronche, on doit pouvoir faire de la mise en page quand on documente les composants et tout. Donc, on utilise des outils qui te permettent de faire ça. Et en fait, tous ces nouveaux outils-là, ce qui est bien, c'est que maintenant, ils se pluguent aux outils des designers et aux outils des développeurs. Donc, tu vas pouvoir écrire ta documentation, tu vas pouvoir importer directement tes composants en sketch, si tu veux les importer en sketch. Du coup, si tu les modifies dans ton sketch, tu feras juste tourner un petit plugin et ça se modifiera dans ta documentation. Et tu peux aussi les importer en code. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle les live components. Donc, du coup, tu viens, tu as des modules sur les deux, sur DSM comme sur 08. Tu as un petit module où tu vas venir importer le composant de la librairie des techs. Et donc, du coup, tu vas faire ta documentation sur un composant qui est le vrai composant qui est utilisé dans le système. Et donc, du coup, évidemment, encore une fois, s'il change, il va changer partout. Et ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas tellement parlé de l'évolutivité. Mais en fait, un design system qui n'évolue pas est mort à sa naissance, je pense. Enfin, je ne sais pas, vous, du coup, si vous avez des techniques pour faire évoluer le design system. Mais il ne faut surtout pas se dire, c'est pas comme avant quand on faisait des chartes pour le print et quand on mettait 2 mois à pondre la charte graphique et puis qu'ensuite, c'était bon, ça ne va pas bouger pendant 1 an. Non, là, on est sur du digital, ça bouge tous les jours. Donc, il faut que ton design system il puisse absorber ça. Du coup, il y a plusieurs trucs en même temps là. Plein de choses, je suis tout pareil. Juste nous en interne, on utilise un truc qui s'appelle Storybook. C'est les devs qui ont ce truc-là. Ils ont tous les composants et on peut jouer avec. On peut avoir tous les états. Et pour l'instant, en fait, c'est là où on n'est pas hyper. On n'a pas trouvé un bon outil pour faire ça. Donc pour l'instant, on est encore un peu en phase. Tout est dans le fichier sketch. Il y a des composants, il y a les règles dev, il y a les règles design. Tout est là. Mais l'idée, c'est de foutre ça à un moment à un endroit dans Storybook. Je pense que quand tu as construit le système, tu as les composants et tu as déjà les guidelines, en fait, tu as fait le plus dur. Après, l'outil dans lequel tu le mets, justement, par exemple, nous, un coup, on a fait le test, on avait tout mis dans Design System Manager, on a voulu tout remettre dans 08. À partir du moment où tu as tes contenus, donc tu as déjà rédigé ta documentation et tu as déjà ta librairie qui est bien faite, tu uploads tout ça dans ces outils-là et ça ne te prend pas beaucoup plus de temps. Donc je pense que les outils sont en train d'évoluer, ils ne sont pas encore forcément tous ultra mûrs et on va dire que c'est en super bonne voie, mais forcément c'est pas encore totalement prêt. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur le dur, le contenu. Et après, du coup, effectivement, là ils l'ont mis dans Storybook parce que ça veut dire qu'ils sont sur React. Peut-être du coup React Native sur les iOS, Android. Je sais pas. Non. Et donc voilà. Ça répond? S'il y a une autre question, ouais.
Bonsoir, il y a une question sur, vu que le design system a beaucoup d'impact sur l'expérience de branding de l'utilisateur, donc comment vous travaillez avec l'équipe de branding? Alors, chez nous, c'est un peu spécial. On travaille pas beaucoup avec l'équipe branding. On a travaillé à un moment quand on... Ouais, c'est en interne. Non, mais en fait, on a travaillé pas mal à un moment quand on faisait le rebranding sur le design system. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, à part quand on a besoin d'illustrations, on travaille pas énormément avec eux. Et c'est sûrement un problème. Après, je sais pas, ouais, ça dépend. Et après, effectivement, ton système peut évoluer en fonction de ton rebranding. Et vous, ça a bien marché, donc c'est que du coup, le truc était bien fait dès le départ. Mais je pense quand même que se rapprocher de la brand, ça peut être pas mal, parce que toujours sur Air France, on a un cas là où du coup, elle a commencé à faire tout le système sans aller trop consulter la brand. Après, ça dépend à quel point c'est politique chez vous. Mais en fonction, ça peut être quand même pas mal tout de suite de les intégrer si c'est vraiment le truc B2C et qui du coup dépend énormément de la brand. En tout cas, pour tout ce qui est système d'illustration, d'icônes, pourquoi je ferais des icônes pleines plutôt que des icônes filaires, pourquoi je ferais la proportion des couleurs, les choses comme ça. Je pense que c'est quand même, si tu peux te rapprocher d'eux, ou en tout cas de commencer à les embarquer un peu. Par exemple, Crédit Agricole, on a été voir la brand. Elle nous a dit moi j'y connais rien en digital, voilà, tant que vous respectez à peu près les couleurs, les machins, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, mais au moins on était allé la voir, on lui a dit qu'on allait faire un design system. De temps en temps, j'imagine que ma cliente lui envoie des trucs, je suis même pas sûre. Donc voilà, ça dépend un peu des relations et ça dépend aussi de la brand. Est-ce que c'est une brand qui est vraiment orientée print et qui du coup ne connaît pas le digital et ne connaît pas les enjeux digitaux, ou est-ce que c'est t'as vraiment une brand qui réfléchit en cross-platform et du coup qui est capable de prendre un petit peu de hauteur et du coup normalement ton design system doit venir se nourrir de ce travail-là. Ouais, je crois, du coup, tu l'as dit, mais c'est vrai que je crois que c'est beaucoup en amont où on l'a fait. Et pour pousser le vice un peu plus loin, en fait, sur les illustrations, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à une illustratrice et on lui a dit, tu nous fais un design système d'illustration, comme ça évitera qu'on demande à chaque fois. Donc on s'est retrouvé qu'on a un gros fichier aujourd'hui où on a des bras, des mains, des têtes, et puis on se prend pas la tête, on réutilise les composants. Donc, ouais. Pardon. Il y avait quelqu'un d'autre. Bonsoir. Je voulais savoir, j'avais une question sur le legacy, si vous avez déjà eu affaire à ça. Vous parliez du Crédit Agricole tout à l'heure avec peut-être 1000 applications. Je ne sais pas, admettons que vous avez 500 logiciels internes à refondre. Enfin, comment vous, de votre côté, vous faites adopter l'outil? C'est hyper intéressant parce que c'est une des grosses questions. C'est-à-dire qu'effectivement, comment tu intègres un design system sur un produit, enfin sur des produits qui ont du legacy. Et alors déjà, s'ils sont pas sur la même techno, alors il y a un truc, Nathan Curtis, qui est mon gros chouchou des design systems, a fait plein d'articles sur le sujet, et donc il en a fait un comme ça qui montre les produits qui sont éligibles au système. Donc là, quand tu as autant de produits que ça, déjà, tu oublies ton rêve de te dire que tous ces produits-là vont utiliser le système. Donc, tu as déjà lesquels sont éligibles parce que déjà, ils sont sur la même techno. Déjà, tous ceux qui ne sont pas sur la même techno parce que c'était des vieux machins, tu dis, OK, ils adopteront jamais le système. Et ensuite, tu le fais au fur et à mesure des refontes ou en tout cas, tu commences avec des projets pilotes. Donc déjà, tu te dis, parce que je ne sais plus si on l'a dit, mais en fait, il faut commencer petit. Enfin, surtout dans les trucs où c'est des gros design systems. Tu commences petit, donc tu te dis, OK, mon design system, au début, il va servir 2-3 produits. C'est des projets pilotes. Généralement, tu essaies de prendre des projets qui sont justement un peu en refonte ou qui sont un peu sur la techno de ton système et tout ça. Et tu commences par ceux-là déjà. Ces 3-là, et tu essayes de voir est-ce que ton système, déjà, il marche pour ces 3-là et tout ça. Et après, au fur et à mesure, tu intègres les autres. Et c'est-à-dire que ceux qui étaient très vieux et qui, du coup, à un moment, vont être refondus, pourront ensuite être refondus avec le nouveau système. Mais... Enfin, le côté Big Bang d'un coup, je vais intégrer le système, je n'y crois pas trop. Et d'ailleurs, chez Mythic, on a le même problème parce que du coup, ils ont fait une refonte. On a commencé à leur mettre en place le design system. Et aujourd'hui, ça va être des versions intermédiaires, peu à peu, par composant ou par écran, où ils vont venir réintégrer au fur et à mesure le système. Parce que eux sont pas prêts à faire un Big Bang. Ça a été défini quand on a fait le cadrage. On a dit il n'y aura pas de Big Bang de l'app, on fait pas, on reset tout et on recommence. Et je pense qu'il y a quand même plein de produits aussi qui sont pas forcément prêts
à faire ça. Donc du coup, là, tu es obligé d'y aller par étapes, ou peut-être des fois, tu peux te dire pendant tant de temps, tu fais des... je sais plus comment ils appellent ça, ils ont des moments de communauté, ou de communauté, je sais plus trop quoi, ou genre de freeze, je crois qu'ils appellent ça freeze, et ils arrêtent de développer pendant 1 mois. Ils arrêtent de faire des features sur le produit, et du coup là, refacto, tac tac, tu commences à réintégrer des choses. Voilà, à part comme ça, moi aujourd'hui, j'ai pas eu de solution magique pour ça, et je sais que c'est un des gros soucis que rencontrent beaucoup d'équipes. Je n'ai pas beaucoup plus à dire, mais effectivement en interne, nous on a ce passage entre ce qu'ils appellent la V3, donc l'ancienne manière de coder, et React, et du coup c'est vrai que c'est assez compliqué, c'est une phase qui est assez longue où tu te balades avec, tu te retrouves avec 2 versions de ton produit et qui limite pas mal en fait. Aujourd'hui c'est tout con, mais une page, on peut pas avoir juste des éléments en React et quelques éléments qui sont dans l'ancienne version, tu es obligé de tout faire d'un coup. Donc nous on peut pas se permettre d'arrêter et de tout faire, mais on essaye de faire des transitions. On a essayé d'établir des règles en interne toutes bêtes, mais qui sont côté produit, c'est de se dire on avait un truc qu'on disait you touch, you Pixar. Pixar c'est le nom du design system en interne. Donc du coup à chaque fois qu'on avait une équipe qui travaillait sur, par exemple, la checkout page, s'il avait un truc à rajouter, on lui disait t'es obligé de passer par la phase refonte de toute la page et recoder. Ça me fait penser à un truc aussi qu'on n'a peut-être pas abordé et qui est hyper intéressant, le rôle du product owner du design system. Parce que moi, en fait, à chaque fois, je leur dis, on va faire design system, et puis c'est, non, mais c'est bon, le product owner, ce sera le designer ou le creative lead ou je sais pas quoi. Non, en fait, c'est un vrai produit, et il faut vraiment un mec qui ait la vision, justement, de, on a notre vision, on sait que plus tard on veut être là, du coup, comment on va l'intégrer au fur et à mesure dans le produit. Il faut vraiment que les plannings soient faits en fonction. Si t'as pas ça, c'est pareil, tu vas avoir du mal, je pense. Donc, moi, je pense que c'est hyper important. J'imagine vous aussi, vous avez ça, un backlog, on priorise, c'est quoi les composants qu'on met en premier, les sprints, on fait des sprints de développement sur le design system. Donc, tout ça, ça demande à être géré comme n'importe quel projet pour que ça aboutisse. Et c'est ça, je pense, le problème, c'est que souvent les design systems, c'est un peu géré comme le truc, on verra quand on aura le temps. Mais je pense que c'est vraiment une des grosses problématiques, c'est que c'est pas assez pris au sérieux et à bras le corps, alors que, comme je sais plus qui disait, c'est un effort en fait sur du long terme, parce que globalement vous n'avez jamais fini en fait, puisqu'il va évoluer tout le temps. Donc c'est juste, faut prendre le temps, ça se construit étape par étape. On va prendre peut-être une dernière question. Pardon. Hello. J'avais une question concernant l'évolution du design system. On a dit qu'il fallait qu'il évolue tous les jours, qu'il n'était pas figé. Comment vous le gérez ça au quotidien, cette évolution, s'il y a des demandes qui viennent d'une team qui ressent le besoin de créer un nouveau composant? Est-ce que c'est eux qui créent leur composant et ensuite vous l'intégrez? Est-ce que c'est vous qui le créez? Alors chez nous, c'est marrant parce qu'on a eu une période où on était assez vénère sur le côté on met rien du tout dans le design system, on frise le truc, on n'ajoute rien du tout. Par contre, en fait, à un moment, ça posait quand même un peu problème parce que forcément, tu as des besoins qui émergent. Et c'est marrant parce que ça venait beaucoup d'un seul designer chez nous, qui s'appelait Martin Boiramé. Du coup, on a mis en place le Martin Boiramé Process chez nous en interne. Et du coup, le truc, c'est qu'on l'a travaillé ensemble pour se dire, en fait, il y a une espèce de checklist avant de venir demander à l'équipe design system de rajouter quelque chose. D'abord, tu as benchmarké, tu as essayé tout ce que tu pouvais faire. Et s'il n'y a pas, en gros, qu'est-ce que tu proposes? Et ensuite, on se pose les bonnes questions de est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Et dans ce cas-là, on construit ensemble le composant. Ça dépend, je ne me rappelle plus exactement la checklist, mais en gros, c'est soit nous, on fait tout, soit c'est avec le designer, quoi. Il est fort celui-là. Ouais. On met en place aussi des process comme ça où effectivement tu as un process pour savoir comment j'utilise. C'est des trucs qu'on voit, il y en a beaucoup sur internet aussi, des arbres de décision sur à quel moment je dois ou non créer mon composant. On a aussi un peu des process sur comment on passe par la team garante ou pas. Mais du coup aujourd'hui, comme on est beaucoup en construction de système, effectivement on fait participer un peu les gens pour qu'ils nous donnent aussi leur retour et tout ça, mais là pour l'instant c'est toujours la team garante qui fait les modifs, qui fait évoluer le truc. Super, on va s'arrêter là.
On pourra continuer les échanges autour d'une bière ou des pizzas. Zenly a fait un super boulot là-dessus au niveau de l'accueil. Merci beaucoup. Et merci à tous les deux et merci à vous.